vais vous présenter aujourd'hui le livre de Elsa Godard sur l'éthique de la sincérité. Voilà, c'est un livre qui est paru chez Armand Collin en 2020. On peut peut-être dire quand même deux mots sur l'auteur. C'est un jeune philosophe qui est né en 1978 à Toulon, qui a fait une thèse de doctorat sur l'être sincère en 2005 et qui a ensuite soutenu une thèse en psychologie sur la volonté inconsciente et qui en 2017 a obtenu une habilitation à diriger des recherches sur les métamorphoses du sujet à l'ère du numérique. Actuellement, Elsa Godard est directrice de recherche et chercheuse au laboratoire Hannah Arendt de Paris-Est Diderot et chargée de cours à l'école d'éthique de la Salpêtrière ainsi qu'à l'université de Paris 7. Alors, en très peu de temps, elle a publié presque une vingtaine d'ouvrages. Parmi les plus récents, on va donc citer Les Métamorphoses de la subjectivité, 3 volumes chez Arman en 2020 et Je selfie donc je suis chez Albin Michel en 2016. Alors, quel est l'objet de ce livre ? Eh bien, on peut dire que l'auteur aborde un sujet qu'elle connaît bien, puisque ça fait l'objet de ses recherches depuis une quinzaine d'années, depuis sa thèse en 2005, à savoir comment la sincérité peut-elle s'accommoder d'une subjectivité modifiée reposant essentiellement sur l'apparence. Alors ici, elle aborde le sujet sur l'angle de l'éthique, ce qui peut paraître paradoxal, puisque la sincérité est déjà en elle-même une posture éthique. En fait, la thèse de l'auteur est la suivante. La subjectivité cybermoderne, façonnée par le numérique, rend la sincérité à peu près introuvable. Et c'est pourquoi elle apparaît comme l'enjeu d'une volonté, d'un pari et d'une éthique qui est au cœur d'un mouvement de refondation du lien humain. Ce livre est relativement facile d'accès. Vous voyez, il fait à peu près 300 pages, 15 chapitres qu'on peut peut-être diviser en 3 parties. Une première partie qui concerne la notion de sincérité, le reste de l'ouvrage étant consacré aux applications de la sincérité. Alors, on a une deuxième partie qui est consacrée aux impasses de la sincérité et une troisième partie qui est plutôt consacrée aux voies possibles de la sincérité. Enfin, dans le dernier chapitre, elle trace les repères d'une éthique de la sincérité. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, comment l'auteur aborde-t-elle la sincérité ? Voilà. Oui, alors disons tout d'abord que la question de la sincérité va de pair avec la cybermodernité, qui consacre le règne de la post-vérité. Quand on regarde les réseaux sociaux comme médias, la prolifération d'images émotionnelles, virales, l'essor de l'anonymat, des pseudonymes, la profusion d'infos complotistes et de fake news, on voit tout de suite que la sincérité pose problème. La sincérité apparaît d'emblée comme un besoin, mais en même temps un besoin impossible à satisfaire. Le besoin de distinguer le vrai du faux, alors que désormais ces notions deviennent indistinctes et définitivement floutées. Alors la sincérité, si on veut entrer dans la notion, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un désir de vérité. Mais la sincérité n'engage pas la vérité. Pour donner qu'un exemple, nul ne demande au géomètre s'il est sincère. Le savoir en tant que tel se dispense de la sincérité. La sincérité n'engage pas non plus la morale. Si on se réfère à l'étymologie, le latin, sincérité vient du latin sine cyrus, c'est-à-dire sans cire, pour la fabrication du miel. Donc la sincérité renvoie à un synonyme de transparence, d'authenticité, de pureté. Elle renvoie à l'adéquation avec soi. Être sincère, c'est engager la conscience de soi dans le choix d'être soi-même. C'est l'effort et l'intention d'être soi, mais c'est un effort difficile. Pourquoi ? Eh bien parce que le moi est fluctuant, il est multiple, il est évolutif, et il est difficile de coïncider toujours avec soi-même. C'est pourquoi la sincérité est mieux mise en lumière dans les défaillances de la sincérité d'autrui.
la problématique de la sincérité jaillit de notre rapport avec autrui, et alors elle apparaît plus à ce moment-là comme un idéal que comme une réalité. Elsa Godard montre qu'il n'y a rien de moins certain que la sincérité, car la sincérité est une notion aléatoire, c'est peut-être ça le cœur de l'ouvrage, c'est une notion qui se déplace avec les métamorphoses du sujet. On peut dire qu'il y a 3 approches successives du sujet. L'approche moderne, disons que le sujet cartésien, doté d'une raison, d'un libre arbitre et d'une volonté, et donc de la capacité à élucider ses désirs et ses choix responsables. On a là une sincérité quasiment pure. La deuxième approche du sujet, c'est celle du sujet postmoderne, avec lequel on est déjà un peu moins à l'aise, puisqu'on découvre les limites de l'agir conscient. Avec l'inconscient, eh bien, on voit apparaître du hors-jeu, J-E, quelque chose qui me détermine à mon insu. Et troisième métamorphose, qui est celle d'aujourd'hui, c'est le sujet réel qui se double d'un sujet virtuel qui n'est plus soi. Le sujet devient composite, il ne sait plus distinguer ce qui lui est propre de ce qui l'augmente et le transforme en cybersujet. La sincérité se heurte alors à des questions vertigineuses. Mon avatar, est-ce que c'est encore moi? Les liens virtuels sont-ils équivalents à des liens réels? Le libre arbitre est-il augmenté ou diminué? Alors pourquoi la sincérité du cybersujet est-elle problématique? Eh bien, la sincérité est problématique parce que le moi apparaît comme équivoque et éclaté. Il est équivoque et éclaté parce que tourné vers l'extérieur plus que vers l'intérieur, et on voit là que l'image de soi est plus importante que le sentiment de soi, il est prisonnier de l'ici et maintenant, du rapide, de l'éphémère, de l'immédiat, et puis surtout, il est assujetti à l'eidolon et aux formes du discours, c'est-à-dire à tout ce qui relève des images, des smileys, des émoticônes, de la novlangue, et tout ça au détriment du logos, du raisonnement et du discours. Pour le dire d'un mot, le cybersujet n'est pas sincère car il ne sait plus où est son moi. Plus encore, le cybersujet favorise l'épanouissement des imposteurs. Qu'on pense aux youtubeurs, aux influenceurs, aux célébrités de la mode et du sport, tous ceux qui font commerce de l'apparence. Et dans ces conditions, on voit que l'avatar prend le pas sur la personnalité réelle. Le cybersujet, c'est tout le contraire d'un sujet réel et d'un sujet sincère. Alors, y a-t-il des voies d'accès à la sincérité? Alors oui, malgré tout ce qu'on vient de dire sur la cybermodernité, il y a des pistes. On peut relever à peu près 3 niveaux de l'être sincère. Le premier niveau, c'est de remarquer que le cybersujet n'abandonne jamais sa quête de soi. Il fait de la résistance, il s'épuise à se chercher au-delà des normes d'uniformisation. Et on le voit dans les mouvements de la méditation, le besoin d'arrêter le temps et de se reconnecter à soi. On remarque donc qu'il y a une volonté féroce, libidinale, de dire « je ». C'est l'effort du sujet pour atteindre ce qu'il y a en soi de plus pur et en même temps de plus inaccessible. Un deuxième niveau de l'approche de l'être sincère, c'est ce qui se révèle en tant que soi à travers l'expérience d'autrui. C'est l'enjeu de la phénoménologie et de toutes les philosophies de l'existence, Husserl, Gabriel Marcel, Buber, Jean-Paul Sartre. Je découvre mon existence, ma conscience se révèle à elle-même au cours de la confrontation avec la conscience d'autrui. Pour prendre l'exemple de Sartre, c'est le regard d'autrui qui me juge et me rend présent à moi-même. Mais on peut encore aller plus loin et on peut voir que l'expérience d'autrui se joue dans la sympathie et dans l'empathie. Alors on peut citer Hume, on peut citer Scheler, mais Elsa Godard se référera plutôt à Edith Stein, qui montre que l'empathie est à la base de la sincérité. En éprouvant ce que ressent l'autre, on ne peut qu'être sincère. L'empathie, l'Einfühlung, est une expression possible de l'être sincère. Cependant,
ça ne peut être qu'un effort. L'empathie ne se donne pas, c'est d'abord une volonté. Et puis il y a un troisième niveau, c'est le niveau de la finalité. Pourquoi la sincérité? Eh bien, parce que c'est la seule façon de refonder un lien d'humanité. La sincérité constitue un effort pour lutter contre une société fragmentée dans laquelle autrui représente l'étrangeté absolue. La sincérité, c'est le rempart contre les ravages du racisme, des idéologies radicales et contre la plongée dans l'inhumain. À ce troisième niveau, la sincérité n'est pas seulement une volonté, elle devient une urgence pour faire cohabiter les différences, pour renouer les liens d'humanité menacés par la virtualité, les réseaux sociaux, les robots, l'intelligence artificielle et toutes les déviances de la cybermodernité. Alors cependant, qu'en est-il de la sincérité dans la vie sociale réelle? Alors oui, c'est une question qui occupe l'essentiel du livre, les 10 chapitres qui suivent. On va trouver la sincérité à condition de ne pas la chercher là où elle ne peut pas être. Et c'est pourquoi les 5 chapitres qui suivent vont explorer les impasses de la sincérité. Dans un certain nombre de champs de la vie sociale, on voit que la sincérité est impossible. Et à chaque fois, Elsa Godard va souligner le paradoxe de la sincérité, qui est une aspiration fondamentale, mais qui s'avère souvent impraticable, sinon impossible. Donc je vais aller très vite là-dessus. Si je prends les médias, eh bien la sincérité y est exclue, parce que la société du spectacle, la société du leurre, du playback, des effets spéciaux, ne peut pas s'accorder avec la sincérité, puisqu'elle instrumentalise le paraître. Même chose dans le champ politique. L'homo politicus est insincère pour la simple raison qu'il est garant de la raison et du secret d'État. Même embarras avec la confrontation à l'altérité. L'amour peut-il être sincère? Au temps du cyberlove, des sites de rencontres, etc., il y a toujours un doute quant à la parfaite adéquation entre le dire, le penser et le faire. Plus paradoxal, l'insincérité n'échappe pas à la psychanalyse. L'inconscient est toujours insincère, inconnaissable. Le jeu est toujours un autre, et le silence du désir se transforme en surgissement du symptôme pathologique. Enfin, dans le domaine de l'économie, la sincérité est illusoire parce qu'elle se fonde sur un jeu de dupes. Voilà donc les 5 impasses de la sincérité. Mais alors, y a-t-il une pratique possible de la sincérité? Alors, oui, comme on vient de le voir, la sincérité est difficile, mais il n'est pas interdit de s'aventurer sur certains territoires de la sincérité, comme le dit l'auteur, de prendre le risque de la sincérité. Et Elsa Godard explore 3 pistes, la foi religieuse, le management et l'art contemporain. La foi est-elle sincère? On peut le penser parce que beaucoup de religions font référence à la sincérité. Mais c'est surtout la foi chrétienne qui invente l'intériorité du sujet réflexif, capable de se penser lui-même, grâce aux pères de l'Église, saint Paul, saint Augustin, etc., et grâce à des innovations spirituelles comme la prière, la confession, le vœu d'abnégation totale, le renoncement absolu à toute chose, eh bien, il se dégage peu à peu l'idée d'une conscience de soi dotée d'une volonté de libre arbitre et d'une responsabilité humaine. La foi est sincère parce qu'elle cohabite avec un moi réduit à sa contingence, confronté à l'épreuve de la finitude et faisant aveu d'humilité devant les limites de la raison. Une deuxième piste de la sincérité, c'est le management. Alors on peut être surpris par cette idée, mais on ne peut l'accepter que si on opère 2 glissements. Un premier glissement d'ordre sémantique, qui consiste à comprendre le management non pas comme quelque chose de restreint, mais comme le vivre ensemble avec les autres, apprendre à vivre ensemble en orientant cette vie dans une finalité collective. Donc la sincérité, ça va être l'approche du bien commun. Et puis un deuxième déplacement, qui est d'ordre méthodologique, c'est d'accepter un point de vue normatif. La sincérité consiste à être soi pour l'autre et réciproquement, dire les choses sans tabou, élucider et permettre la réalisation du désir de chacun, être à sa place. Le management sincère repose donc sur 3 piliers. Premier pilier, assumer,
assumer ses paroles, ses actes, ses erreurs, sa vulnérabilité. Deuxième pilier, respecter l'autre, lui faire confiance, lui venir en aide si besoin. Troisième pilier, apprendre et transmettre, s'approprier la culture de l'humilité et du doute, accepter d'apprendre des autres et transmettre son expérience. Cette approche du management est une voie possible de sincérité, mais on le voit, c'est surtout un pari. Troisième piste, eh bien, celle de l'art, considéré comme sincère si l'on considère 3 cas. D'abord, l'émotion esthétique. Quand on regarde de la peinture, qu'on écoute de la musique, qu'on lit de la poésie, etc., eh bien, cela permet de se découvrir tel que l'on est au fond de soi. Deuxième cas, le travail de l'artiste, qui vise à traduire le réel, à transfigurer le monde pour en atteindre la vérité la plus profonde. C'est la conception de Plotin, c'est aussi la conception de Merleau-Ponty. La sincérité apparaît aussi dans un troisième cas, qui est celui du portrait et de l'autoportrait. Alors elle cite et elle explique longuement le portrait de Van Eyck, l'homme au turban rouge, et le portrait d'Albert Dürer, l'autoportrait à la fourrure. Eh bien, elle explique que ce sont des concentrés de sincérité. Ces autoportraits apparaissent avec l'émergence du sujet et l'invention de la perspective. Ils visent la profondeur de la singularité et c'est un chemin vers la sincérité. Cependant, il y a un mais, c'est qu'avec l'art contemporain et avec le smartphone, il se pourrait que cette voie soit tarie. Le selfie, on tente à en faire de l'art, mais ce n'est pas de l'art, ce n'est pas sincère parce que c'est un prototype de trompe-l'œil qui exhibe un aspect particulier de soi qui est faussement naturel et réellement factice. La même insincérité touche l'art contemporain. Dès lors que les critères spéculatifs et financiers se substituent aux critères esthétiques, on bascule dans le champ de la consommation et de l'image et on sort de la culture de l'authenticité. On voit donc, à travers ce chapitre sur l'art, à quel point la voie de la sincérité est étroite, menacée, toujours menacée d'être captée par des pratiques insincères de la cybermodernité et de la communication de masse, ce qui justifie l'enjeu d'une éthique. Alors on en vient à l'éthique. Quelle est la nature de cette éthique ? Eh bien, cette éthique prônée par Elsa Godard, c'est une éthique qui se construit à partir d'un regard sur soi comme une sagesse de l'action et de l'existence. Ce n'est pas la recherche du bien, mais c'est la recherche du mieux possible sur fond de doute, d'incertitude et d'humilité. Pour l'essentiel, il s'agit d'une éthique qui ressemble un petit peu à l'éthique stoïcienne, qui consiste à suspendre le jugement, suspendre ses habitudes, afin de s'interroger sur son désir et la conformité de ce désir avec ce que l'on vit. Il s'agit de rester toujours un sujet libre, responsable, résistant au monde de la réification et du contrôle. Cette éthique comprend 3 axes. Premièrement, la liberté en matière de décision, être toujours en adéquation avec soi-même, assumer ses choix, décider pour le mieux en fonction des contraintes imposées et de ses convictions profondes. Deuxième axe, l'innocence acquise. Alors l'innocence acquise, c'est de ne jamais regretter les décisions passées, ni les réévaluer, et encore moins culpabiliser. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut assumer ces décisions comme étant les meilleures au moment où on les a prises. Troisième axe, le bonheur et la réalisation de soi, accepter d'être ce que l'on est, être à sa place, faire preuve de courage et d'engagement, être toujours en adéquation avec soi dans une relation d'ouverture à l'autre. En résumé, l'éthique de la sincérité peut paraître simple, mais elle n'est pas donnée. C'est d'abord un pari au sens de Pascal. C'est ensuite une démarche de résistance aux aspects les plus hypocrites de la cybermodernité. Est-ce que vraiment nous devons renoncer à la sincérité en politique ? Alors voilà, moi il me semble qu'il faut répondre à 2 niveaux, c'est-à-dire qu'au niveau global de la politique, évidemment que la politique ne peut pas être sincère complètement face au public, etc. Mais à un deuxième niveau,
on peut rejoindre le niveau du management, c'est-à-dire là où l'action est utile, utile aux autres, où l'on doit être franc, etc. Tu vois, il me semble qu'au niveau de la pratique interne du pouvoir, il doit y avoir cette sincérité. Donc on retrouve, voilà. selon toi, à travers le management. Voilà, il me semble qu'il faut le penser comme ça. Si tu veux, il y a bien deux niveaux. Hein. Il y a le niveau de la responsabilité politique et puis le niveau de l'action en direct de la politique, ou enfin de la cuisine. Merci beaucoup, Christian, pour cet exposé clair et roboratif. Maintenant, je dois t'avouer que elle a voulu englober tellement de choses que ça me pose question. Alors, le point d'accroche, c'est par exemple l'usage qu'elle fait du mot management. Ça, très sincèrement, la façon dont tu en as rendu compte est tout à fait intéressante, mais je pense que le terme est inadéquat. Oui, ça, c'est le premier point. Ensuite, à vouloir utiliser le même mot pour le rapport de soi à soi, avec en particulier la psychanalyse, hein, qui est au centre de sa thèse, de sa recherche, de sa vie, et la sincérité pour le rapport entre soi et les autres, moi, ça me chiffonne. C'est-à-dire que autant je pense que la sincérité vis-à-vis des autres, alors avec le domaine politique, avec le domaine de l'intersubjectivité, oui, mais par rapport à soi, je ne suis pas sûr que le terme soit... Enfin, ça me pose problème. Voilà. Et alors moi, j'ai été très éclairé quant à elle par la préface de son livre ou l'introduction, où elle explique que tout s'est joué par la première expérience de trahison dramatique de son père, en qui elle avait une foi absolue et qui a quitté la famille pour sa maîtresse après des années de mensonges. Donc, sincérité par rapport à mensonge, oui. Sincérité comme vérité, Oui, alors, moi aussi, je suis un petit peu gêné parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a un flottement dans les concepts. Alors, surtout la notion de management. Alors, je l'ai répercuté parce que c'est dans le livre, mais j'ai essayé d'expliquer quand même qu'il fallait effectivement faire ces déplacements. Un qui est sémantique et un qui est méthodologique, ce qui n'apparaît pas dans le livre. Parce que elle fait du management vraiment une théorie de la sincérité. Bon, alors, je pense que c'est un idéal. C'est pas si simple de retrouver ça dans la réalité. Hein, quand on voit ce que c'est que le management libéral ou néolibéral, on en est loin. On en est très loin. Alors, il faudrait comment je dirais, vraiment déplacer le terme management d'une façon telle que, bon, voilà, là-dessus, moi je dirais plutôt le bien commun. Effectivement, le bien commun, ça irait. Et puis, si on garde une problématique normative, c'est-à-dire on dit ce qui doit être, non pas ce qui est. Parce que le management, c'est quand même ce qui est et ce qui est très, très facile à appliquer. Alors, je sais bien qu'il y a un management éthique ou une éthique du management, mais là, c'est pareil. Ce sont des principes régulateurs qui permettent de penser des actions humaines, humanistes. Le management n'est pas toujours humaniste. Hein. Alors, concernant
concernant la sincérité, le rapport à soi, le rapport aux autres, ben là aussi, ça fait partie des flottements qui existent, hein, dans le livre. Je ne sais pas si l'anecdote qu'elle évoque dans l'introduction, évidemment, elle est déclencheur de toute une démarche. Ce qui est surprenant, c'est parmi les impasses de la sincérité, c'est quand elle évoque la psychanalyse. Parce qu'effectivement, dans la cure, le contrat direct de la cure est un contrat explicite où on dit tout ce qu'on a à dire de façon sincère. Et là, bon, en se référant à Lacan et à sa pratique, parce qu'elle est psychanalyste par ailleurs, elle dit non, finalement, l'inconscient reste l'inconscient. Au fur et à mesure que la cure se passe, l'inconscient se reconstitue. Et donc, il y a toujours un reliquat d'insincérité et quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il y a toujours du hors-jeu. Voilà. Alors, évidemment, le mensonge, c'est quand même autre chose. Moi, j'aurais plutôt parler d'une éthique du mensonge plutôt que d'une éthique de la sincérité. Voilà. Mais bon, je pense que ça fait partie des flottements qu'il y a bon, j'ai dit qu'elle a fait une 20aine d'ouvrages. C'est un ouvrage qui est rapidement écrit, quoi. Je pense. Je trouve intéressant les développements que tu as fait sur le cybersujet. Et alors, je ne sais pas comment exprimer ça. Quand on prend un avatar ou on prend une photo qui n'est pas de soi, mais un substitut de soi, c'est à la fois insincère et sincère, si oui. je puis dire. C'est-à-dire qu'on exprime de soi au travers d'une non-vérité une sincérité plus profonde. Je ne sais pas si je suis clair, mais bon, je ne sais pas ce que tu penses de cette idée. Oui, alors elle a écrit tout un livre là-dessus. Elle a écrit Je selfie donc je suis, qui est intéressant aussi, parce que là, elle développe de façon plus approfondie cette question. Alors, si tu veux, la question du selfie, elle l'aborde ici dans le cadre de l'art, parce que il y a un mouvement actuellement pour faire du selfie de l'art. Donc avec des expositions, il y a même un musée je ne sais plus où, à Tokyo ou aux Philippines, quelque chose comme ça, dans lequel on affiche des selfies. Et puis il y en a un certain nombre d'autres. Attends, je vais regarder dans mes notes. Donc le selfie. Donc il y a une exposition à Salzbourg en 2015, une exposition à Londres en 2013, et puis il y a des performances de selfie en se déshabillant. Il y a la Biennale de l'art contemporain à Lyon qui est un photomontage de selfie. Il y a un selfie avec Tony Blair devant des champs de pétrole en flammes en Irak. La journée mondiale du selfie dans les musées en janvier 2014. Et puis le musée du selfie aux Philippines en 2015, etc., etc. Donc, on a tendance à faire du selfie, à reconnaître le selfie comme une œuvre d'art. Et c'est tout sauf de l'art, puisque c'est du montage complet, quoi. C'est du montage complet. Ça ne répond pas aux critères de la sincérité, puisqu'il s'agit de fabriquer quelque chose. Oui, mais c'est comme le roman qui invente des situations non vraies pour dire de la vérité quelque part. Oui. Et le selfie, même travaillé, c'est à la fois du vrai et du faux. Oui. Alors là, oui, effectivement. D'où toute la complexité voilà, des messages. Il faudra arriver à une analyse en profondeur de ces questions. C'est possible. À ce moment-là, ça pourrait rejoindre la question de l'autoportrait. L'autoportrait dans lequel il y a une recherche de profondeur.
comme dans le selfie. Mais bon, le selfie, c'est quand même pas... c'est quand même une apparence, quoi. C'est un jeu de l'extériorité plus que de l'intériorité. Oui. Est-ce que le cybersujet est encore un sujet? En fait, c'est toute la question qu'elle pose. C'est toute la question. Moi-même, je me suis posé la question en finissant cet exposé, suis-je sincère? Parce que j'ai essayé quand même de faire une construction à partir d'une lecture. Merci beaucoup, Christian, pour cet exposé clair et roboratif. Maintenant, je dois t'avouer que elle a voulu englober tellement de choses que ça me pose question. Alors, le point d'accroche, c'est par exemple l'usage qu'elle fait du mot management. Ça, très sincèrement, la façon dont tu en as rendu compte est tout à fait intéressante, mais je pense que le terme est inadéquat. Oui, ça, c'est le premier point. Ensuite, à vouloir utiliser le même mot pour le rapport de soi à soi, avec en particulier la psychanalyse, qui est au centre de sa thèse, de sa recherche, de sa vie, et la sincérité pour le rapport entre soi et les autres, moi, ça me chiffonne. C'est-à-dire que autant je pense que la sincérité vis-à-vis des autres, alors avec le domaine politique, avec le domaine de l'intersubjectivité, oui, mais par rapport à soi, je ne suis pas sûr que le terme soit... Enfin, ça me pose problème. Voilà. Et alors moi, j'ai été très éclairé quant à elle par la préface de son livre ou l'introduction, où elle explique que tout s'est joué par la première expérience de trahison dramatique de son père, en qui elle avait une foi absolue et qui a quitté la famille pour sa maîtresse après des années de mensonges. Donc, sincérité par rapport à mensonge, oui. Sincérité comme vérité, Oui, alors, moi aussi, je suis un petit peu gêné parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a un flottement dans les concepts. Alors, surtout la notion de management. Alors, je l'ai répercuté parce que c'est dans le livre, mais j'ai essayé d'expliquer quand même qu'il fallait effectivement faire ces déplacements. Un qui est sémantique et un qui est méthodologique, ce qui n'apparaît pas dans le livre. Parce qu'elle fait du management vraiment une théorie de la sincérité. Je pense que c'est un idéal. C'est pas si simple de retrouver ça dans la réalité. Quand on voit ce que c'est que le management libéral ou néolibéral, on en est loin. On en est très loin. Alors il faudrait... comment je dirais, vraiment déplacer le terme management d'une façon telle que, voilà, là-dessus, moi je dirais plutôt le bien commun. Effectivement, le bien commun, ça irait. Et puis si on garde une problématique normative, c'est-à-dire on dit ce qui doit être, mais non pas ce qui est. Parce que le management, c'est quand même ce qui est et ce qui est très, très facile à appliquer. Alors je sais bien qu'il y a un management éthique ou une éthique du management, mais là c'est pareil, ce sont des principes régulateurs qui permettent de penser des actions humanistes. Le management n'est pas toujours humaniste. Hein. Alors concernant la sincérité, le rapport à soi, le rapport aux autres, là aussi, ça fait partie des flottements qui existent dans le livre. Je ne sais pas si
l'anecdote qu'elle évoque dans l'introduction, évidemment, elle est déclencheur de toute une démarche. Ce qui est surprenant, c'est parmi les impasses de la sincérité, c'est quand elle évoque la psychanalyse. Parce qu'effectivement, dans la cure, le contrat direct de la cure est un contrat explicite où on dit tout ce qu'on a à dire de façon sincère. Et là, bon, en se référant à Lacan et à sa pratique, parce qu'elle est psychanalyste par ailleurs, elle dit non, finalement, l'inconscient reste l'inconscient. Au fur et à mesure que la cure se passe, l'inconscient se reconstitue. Et donc, il y a toujours un reliquat d'insincérité et quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il y a toujours du hors-jeu. Voilà. Alors, évidemment, le mensonge, c'est quand même autre chose. Moi, j'aurais plutôt parler d'une éthique du mensonge plutôt que d'une éthique de la sincérité. Voilà. Mais bon, je pense que ça fait partie des flottements qu'il y a bon, j'ai dit qu'elle a fait une vingtaine d'ouvrages. C'est un ouvrage qui est rapidement écrit, quoi. Je pense. Je trouve intéressant les développements que tu as fait sur le cybersujet. Et alors, je ne sais pas comment exprimer ça. Quand on prend un avatar ou on prend une photo qui n'est pas de soi, mais un substitut de soi, c'est à la fois insincère et sincère, si oui. je puis dire. C'est-à-dire qu'on exprime de soi, au travers d'une non-vérité, une sincérité plus profonde. Je ne sais pas si je suis clair, mais bon, je ne sais pas ce que tu penses de cette idée. Oui, alors elle a écrit tout un livre là-dessus. Elle a écrit Je selfie donc je suis, qui est intéressant aussi, parce que là, elle développe de façon plus approfondie cette question. Alors, si tu veux, la question du selfie, elle l'aborde ici dans le cadre de l'art, parce que il y a un mouvement actuellement pour faire du selfie de l'art. Donc avec des expositions, il y a même un musée je ne sais plus où, à Tokyo ou aux Philippines, quelque chose comme ça, dans lequel on affiche des selfies. Et puis il y en a un certain nombre d'autres. Attends, je vais regarder dans mes notes. Donc le selfie. Donc il y a une exposition à Salzbourg en 2015, une exposition à Londres en 2013, et puis il y a des performances de selfie en se déshabillant. Il y a la Biennale de l'art contemporain à Lyon qui est un photomontage de selfie. Il y a un selfie avec Tony Blair devant des champs de pétrole en flammes en Irak. La journée mondiale du selfie dans les musées en janvier 2014. Et puis le musée du selfie aux Philippines en 2015, etc., etc. Donc, on a tendance à faire du selfie, à reconnaître le selfie comme une œuvre d'art. Et c'est tout sauf de l'art, puisque c'est du montage complet, quoi. C'est du montage complet. Ça ne répond pas aux critères de la sincérité, puisqu'il s'agit de fabriquer quelque chose. Oui, mais c'est comme le roman qui invente des situations non vraies pour dire de la vérité quelque part. Oui. Et le selfie, même travaillé, c'est à la fois du vrai et du faux. Oui. Alors là, oui, effectivement. D'où toute la complexité voilà, des messages. Il faudra arriver à une analyse en profondeur de ces questions. Hein. C'est possible. À ce moment-là, ça pourrait rejoindre la question de l'autoportrait. L'autoportrait dans lequel il y a une recherche de profondeur, comme dans le selfie. Mais bon, le selfie, c'est quand même pas... c'est quand même une apparence, quoi. C'est un jeu de l'extériorité plus que de l'intériorité. Oui. Est-ce que le cybersujet est encore un sujet ?
en fait, c'est toute la question qu'elle pose. C'est toute la question. Moi-même, je me suis posé la question en finissant cet exposé, suis-je sincère? Parce que j'ai essayé quand même de faire une construction à partir d'une lecture. Voilà.